Une des raisons pour lesquelles je suis monté en Israël, j'étais en Hippocagne. À l'époque, j'étais, oui, religieux, que j'avais 17-18 ans. Un de mes professeurs m'a dit, mais monsieur Darmon, si vous voulez respecter votre religion d'un côté et apprendre des études supérieures, aller en Israël. Et moi, en Israël, pourquoi je n'étais pas du tout sioniste à l'époque, ni vous comprenez pas, mais c'est un pays innovateur, avec beaucoup de gens intelligents, vous allez voir. Et j'ai vu que lui était super excité, il avait envie de venir en Israël, et c'est vrai, il avait tout à fait raison. Aaron Darmon, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir dans votre synagogue. Pourquoi vous avez choisi de vous installer à Nachlaot? Nachlaot, c'est une histoire d'amour. Quand je suis arrivé en Israël, j'habitais à Harat Sofim, donc au Mont Scopus, j'habitais à Givat Sarfatit, à côté de l'université. Toujours à Jérusalem. Toujours à Jérusalem. Je connaissais très peu le centre de Jérusalem. Un jour, je suis passé par ici, mais vraiment par hasard. Ça m'a tout de suite parlé. Je me suis senti chez moi, à l'aise, bien. Un quartier très éclectique, avec une population mixte, avec beaucoup de jeunes et de personnes âgées, de Sfaradim, d'Ashkenazim, de gens riches, de gens pauvres, et de vraiment toutes sortes de populations se retrouvent ici à Nachlaot, sans clivage. En fait, c'est surtout les habitants qui m'intéressent. Des religieux, des non-religieux? Beaucoup de religieux, beaucoup de non-religieux aussi. Des étudiants, des Haredim, il y a tout le monde. C'est fou. Ouais, vraiment. Il y a un petit quartier qui est assez peu connu, mais c'est au moins Meachar. Ça s'appelle Batera. Pourtant, tu n'étais pas très religieux. Non, à l'époque, j'étais pas religieux. Une période où j'étais pas du tout religieux. Mais ça m'a tout de suite plu. Je vais dire même plus que ça. Ça m'a rappelé quelque part, quelque chose que j'ai connu en France, le côté où tout le monde dans la communauté est juif. Peu importe s'il est ashkénaze ou sfarade, ou s'il est vieux ou s'il est jeune. Le côté... Le point commun, c'est d'être juif. Oui, on est ensemble. C'est ça qui nous réunit. Et c'est pas quelque chose de très commun en Israël, malheureusement. Par exemple, vous allez dans un yishuv en Judée-Samarie, c'est que des religieux qui aiment le Rav Kook, qui sont dans cette mouvance religieuse sioniste. Si vous allez dans Mea Shearim, c'est que des Haredim. Vous n'aimez pas les étiquettes, en gros. C'est ce qui me permet de voir l'union, de voir comment les choses s'assemblent ensemble. Alors, comment ça se fait qu'un jeune homme qui arrive à 20 ans, pas religieux, se retrouve quelques années plus tard à avoir sa propre synagogue? Oui, c'est assez intéressant en fait, quand on réfléchit à ça. J'ai grandi pas religieux, avec des parents traditionnalistes. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à connaître Chabad, une philosophie très profonde et qui a donné un sens à ma vie. Moi, j'habitais à Cannes. Donc Cannes, le sens n'importe peu. C'est vraiment, on est là pour vivre, pour kiffer, pour s'amuser ensemble. Et ça me manquait énormément la profondeur et le sens. Et donc quand j'ai connu Chabad vers l'âge de 12 ans, ça m'a tout de suite happé. Je me suis dit, ça c'est quelque chose que je veux faire. Et j'ai fait tchouva vers cet âge-là, jusqu'à l'âge de, grosso modo, 19 ans. Jusqu'à ce que, quand je suis arrivé en Israël, pour des raisons personnelles et pour des raisons, on va dire, spirituelles, j'ai abandonné tout. La Torah, je me dis, bon, c'est pas ce que je cherchais. Ça t'intéresse à d'autres religions? Oui, les classiques, le bouddhisme, aussi Ouspensky, des mystiques, des choses comme ça, qui m'intéressaient pour voir. Je me suis dit, peut-être que c'est plus... Fort, plus enrichissant? Oui, plus profond. En fait, c'est plus facile, pas plus profond. Et quand j'ai compris ça, alors j'ai fait à nouveau tchouva. Le judaïsme, c'est une religion qui est contraignante, qui donne je crois que c'est un joug, comme ça, le hall. À cet âge-là, je voulais un peu me libérer de tous les poids. Vous voulez vous libérer de tous les poids, vous vouliez devenir architecte, faire de l'art. Vous avez d'ailleurs étudié à Betzalel. Non. Mais finalement, vous avez aussi abandonné cette voie. C'était pas ça. C'était pas ça. Je voulais quelque chose de plus... C'était trop superficiel? Non. Dans le paraître? Betzalel, oui. Betzalel, c'est très dans le paraître. Mais l'architecture que j'ai étudiée, c'était pas moi. C'est trop technique. On peut être un artiste architecte, mais il faut arriver à un niveau très élevé, très développé d'architecture pour pouvoir exprimer son art. Vous avez quitté, vous êtes quand même resté dans le quartier. La synagogue, vous l'avez créée à combien de temps? Plus de 15 ans. Entre 15 et 20 ans. Pourquoi? Parce que vous ne trouviez pas, malgré la diversité de la population vivant à Nachlaot, un lieu de culte qui vous ressemblait, qui vous correspondait? Ben oui, parce que moi, j'ai grandi en tant que sfarade.
Donc je connaissais les chants des Sfaradim, du Shabbat, de Yom Kippour, des Chagim, etc. Je connaissais un peu, pas un minimum de tradition, mais j'aimais bien. Mais j'ai connu les chants Karli Bar, j'ai connu les chants Chabad, j'ai connu les chants avec toute cette profondeur ashkénaze. Quand j'ai cherché une synagogue, à chaque fois que j'allais dans une synagogue, je dis ouais, c'est sympa, c'est Sfarad, des chants que je connais et tout, mais il me manquait les ashkénazes. Quand je vais chez les ashkénazes, il me manque les chants Sfaradim. Donc j'ai dit pourquoi pas faire un truc où tout le monde chante ensemble, tout. Et j'ai essayé, vraiment à l'époque, c'était la première fois que j'ai ouvert cette synagogue, il y avait exactement 10 hommes, c'est tout. Il n'y avait pas plus. Mais j'ai vu que le concept pouvait marcher, parce que j'ai vu que les gens commençaient à chanter et Sfaradim et Ashkenazim. Ça, c'était la bonne surprise. Oui, et j'ai vu que ça a très très marché, et ça marche, aujourd'hui ça marche de manière vraiment extraordinaire. Oui, il paraît que pour les fêtes, c'était la folie, qu'il y avait des centaines de jeunes dehors, dedans, que c'est on va dire, un pôle d'attraction pour les jeunes célibataires du quartier. Et les jeunes couples. Quelques familles aussi. C'est rare d'avoir ce genre d'endroit. Je suis très content de cet endroit parce que c'est assez extraordinaire. Il y a très peu de synagogues qui fonctionnent sur ce mode. Il y a des synagogues qui fonctionnent sur le mode du shilouv, donc du mélange. Par exemple, dans les yishuvim, dans les petits villages. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc ils sont et là, c'est un choix. Et des fois, ils sont contraints et on voit qu'ils sont contraints. Mais là, c'est vraiment de choix. Il y a plein de synagogues ashkénazes, plein de synagogues sfarades. Et les gens choisissent de venir ici parce qu'on peut unir les deux et profiter des deux massorot, des deux traditions, avec beaucoup d'harmonie ensemble. Parce que pour moi, c'était un point très très important de voir l'unité du peuple juif béfoal, en fait, pas en parole. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes dans votre vie civile, on va dire, spécialiste du développement personnel et du développement personnel par rapport à la Torah. Vous venez de publier un livre où vous vous servez en fait des parachiotes pour parler d'une qualité ou d'un concept présent dans la paracha et qui sert à se développer du point de vue personnel. Ça, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, d'aider les autres? À partir du moment où j'ai fait tchouva, j'ai vu la beauté qu'il y a dans la Torah. Effectivement, c'est un monde avec énormément d'idées très très profondes, des connaissances magnifiques, éternelles. Et j'ai assez rapidement compris qu'il n'y avait pas d'outils dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne propose pas un outil, par exemple, de développement personnel. Elle ne nous dit pas comment faire. Et elle nous explique, en gros, vers où aller, mais elle ne nous donne pas les outils pour y aller, pour y arriver. Par exemple, si la Torah nous dit il ne faut pas se mettre en colère, c'est vrai, c'est magnifique, il ne faut pas se mettre en colère, ou il ne faut pas être orgueilleux, magnifique, mais comment? Comment est-ce que je peux... Si j'ai par exemple des pensées qui reviennent sur elles-mêmes, comment je m'en sors? Ou si je suis malheureux? Rabbi Nachman nous dit il faut être heureux. Très bien, ok, je suis d'accord. Mais comment je peux être heureux si je suis malheureux? Comment est-ce que je peux être calme si je suis colérique? Dans un premier temps, j'ai étudié ce que je pouvais dans la littérature juive. Par exemple, à un moment, je cherchais un métier. Personne m'a dit comment la Torah te dirige au niveau de ton travail. J'étais voir un rabbin, il m'a dit va travailler dans les ordinateurs, ça me paraît bien. Mais bon, est-ce que je vais pour travailler dans les ordinateurs ou pas? C'est gentil parce que il voyait le côté parnassa, côté comment gagner de l'argent, etc. Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me convient ou pas? À un moment, j'ai dit c'est pas dans la Torah que je vais trouver ces solutions. Alors j'ai dit tiens, je vais essayer de voir dans le monde de la psychologie. Maintenant que je parle de psychologie, de vous-même. Quand je parle de psychologie, je parle de la psychologie en général. Tout ce qui touche à l'âme humaine, comment on vit un monde intérieur. Tout ça, pour moi, c'est la psychologie. Jung m'a beaucoup plus intéressé que Freud. Puis après, j'ai fait plein de cours différents, assez éclectiques aussi. J'ai essayé ça. J'ai essayé la PNL, j'ai essayé le coaching, Et puis j'ai vu qu'il y avait des outils très, très intéressants. Maintenant, le problème dans le monde de cette psychologie-là, c'est qu'il y a des outils, mais alors il manque les idées profondes de la Torah. Parce que le but de toutes ces disciplines va être en fait sois heureux, sois toi-même, sois riche. Bon, c'est pas non plus le but de la vie, peut-être. Peut-être quelque chose de plus profond que ça.
Peut-être qu'il y a un sens caché dans la réalité. Sois heureux aussi, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, ça veut tout dire et rien dire. Mais même, qu'est-ce que ça veut dire? Sois heureux, ça veut dire fais ce que tu as envie de faire. C'est ce que disent aujourd'hui les gens, par exemple. Sois heureux, fais ce que tu as envie. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je crois que j'ai envie de faire? C'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'il manque la lumière de la Torah à ce monde d'outils. Donc d'un côté, je vois les outils de la psychologie, d'un côté, je vois la lumière de la Torah. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de lier ces deux choses-là, de lier la lumière de la Torah et les outils du monde psychologique. C'est ce que vous avez essayé de faire dans votre livre. Dans le livre, exactement. Dans le livre, et c'est ce que je fais dans mon travail, c'est ce que je fais dans l'école. J'ai ouvert une école de thérapie pour enseigner aux gens à être thérapeutes dans ce domaine-là. Et c'est ce qui m'intéresse en fait, lier ces deux mondes. Vous êtes passé par de nombreuses voies différentes. Vous imaginiez faire ce que vous faites à l'époque? À quelle époque? Quand vous êtes monté en Israël? Non, jamais. Non, quand je suis monté en Israël, d'abord, j'étais sûr que je suis venu au Club Med pour quelques mois, pour m'amuser, pour faire la fête. Et puis après, je vais rentrer, puis je partirai peut-être dans un autre pays pour essayer de voir quoi faire. Mais j'aurais pas imaginé ça, non. Qu'est-ce qui vous a accroché? Pourquoi vous êtes resté? D'abord, c'est ma femme. Ça peut aider, c'est une bonne raison. Quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, j'ai rencontré ma femme, j'ai été accepté à Bezalel, au Beaux-Arts. Donc je me suis dit, on va quand même... on va tenter. On va tenter, quoi, on va faire un essai. Et puis après, quand j'ai goûté à Israël, à la population israélienne, je sais que c'est pas très très populaire chez les Français, mais le mode de vie israélien, les attitudes israéliennes. Qu'est-ce que vous aimez justement dans ce mode de vie, dans ces attitudes? Décrivez-nous un petit peu. Moi, la première chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle en hébreu echpatiout, l'intérêt des uns pour les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un a du mal à porter un sac, si j'ai du mal à porter un sac, il y a certainement quelqu'un qui va me dire tiens, tu veux que je t'aide, je t'amène, tu veux que je t'amène chez toi, tu veux que je te... Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui vaut tout l'or du monde. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup plus de manières, beaucoup plus de politesse. Mais d'un autre côté, on peut dire, tu peux crever la bouche ouverte et puis il n'y a personne qui va t'aider. Si quelqu'un qui a un problème, il n'y a personne qui va lui tendre la main. Ce côté artificiel qui est très, très en vogue aux États-Unis, en France, etc., c'est vraiment individuel. Donc ici, si quelqu'un a un problème... Ça vous plaît? Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de disputes, c'est comme des frères, quoi. On se dispute. Et c'est vrai que c'est pas avec exactement les manières françaises, mais d'avoir un frère sans manières, ça vaut beaucoup mieux que d'avoir une espèce de collègue très très... C'est vrai, on s'en met plein la figure parce que non, pourquoi tu dis ça? T'as pas le droit de dire ça. Non, moi j'ai plus raison que toi, etc. Mais c'est vrai, il y a un côté véritable. Vous trouvez que le pays a changé? Oui. Beaucoup? Ouais. Ça fait 30 ans que je suis là, j'ai vu, malheureusement, les gens sont plus occupés par eux-mêmes, mais l'armée donne cette cohésion au peuple. En fin de compte, tout le monde sait qu'on est là pour s'aider. On le voit en temps de guerre, chaque fois qu'il y a une guerre ou une petite guerre, les gens ils sont tous là les uns les autres, tout le monde avec les Khayalim. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Qu'est-ce qui a changé? Le niveau de vie a changé énormément. L'esthétisme a changé énormément. Moi, je suis arrivé à 30 ans, j'étais très, très porté sur l'esthétique, le graphisme, la mode, les choses comme ça. Et c'était, à l'époque, j'appelais ça des attentats. Je voyais des choses, je me dis, mais c'est pas possible, t'as pas fait une publicité avec des photos comme ça, c'est pas possible. Où les gens habillés d'une certaine manière, je me dis, mais non, ça se fait pas. De voir un pays si jeune évoluer si vite, c'est magnifique. Magnifique. C'est un miracle. La construction aussi, par exemple, on a parlé de Nahlaot. Il y a toujours des constructions, des chantiers, etc. C'est magnifique. C'est un pays qui est tout le temps en train de se développer, à tous les niveaux. Est-ce que c'est un pays qui donne de l'espoir de par son énergie, de par son champ des possibles? Ah, c'est pour moi. Vous avez dit tout là. Champ des possibles. C'est un pays où tout est possible. Je vais raconter une petite histoire. J'ai un ami qui faisait des recherches de fonds pour le high-tech israélien. Et tout d'un coup, il a eu une idée. Donc, il va voir le type avec qui il travaillait, qui était aux États-Unis, qui était le numéro 5 dans une banque. Il dit, regarde l'idée que j'ai eue, regarde, c'est magnifique, viens, on fait ça, et puis on pourra faire une levée de fonds encore plus exceptionnelle. Au 5, il est très content, il dit, ah, c'est magnifique, très bonne idée. Viens, on en parle au directeur. Je lui dis, mais t'es fou, le directeur va d'abord parler au numéro 4.
qui va parler au numéro 3, qui va parler au numéro 2, qui peut-être... Et ça va prendre 1 an. En Israël, ça n'existe pas, ce genre de choses. Ça va très très vite. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, on peut directement parler avec la personne concernée et puis arriver à des... C'est ça le secret de l'intégration? Intégration, c'est un pays innovateur. Dans tous les domaines, on est obligé de trouver des solutions. Puisqu'on n'a pas de pétrole, on est obligé d'avoir des idées. Ouais, c'est ça qui vous a plu aussi. Toutes ces choses-là ensemble, Moi, une des raisons pour lesquelles je suis monté en Israël, j'étais en hypocagne et j'avais des problèmes à l'époque parce que à l'époque j'étais religieux, que j'avais 17-18 ans. Et un de mes professeurs m'a dit mais Monsieur Darmon, si vous voulez respecter votre religion d'un côté et apprendre des études supérieures ensemble, aller en Israël. Et moi, pourquoi je n'étais pas du tout sioniste à l'époque. Il me dit, vous ne comprenez pas, monsieur. C'était un professeur de géographie. Il me dit, mais c'est un pays innovateur, avec beaucoup de gens intelligents. Vous allez voir. Et j'ai vu que lui était super excité. Il avait envie de venir en Israël. Et c'est vrai, il avait tout à fait raison. Il m'a donné un espèce de goût comme ça. J'ai écrit un livre, grâce à Dieu. Israël, c'est le pays où il y a le plus de gens qui ont écrit des livres au monde. C'est extraordinaire. Il y a plein de gens, vous rencontrez des gens, j'ai écrit un livre, moi j'ai écrit un livre. Il y a plein de gens très très intelligents qui ont des expériences de vie. Riches, humainement très riches. Vous rencontrez quelqu'un qui a 60 ans en Israël, il a fait 4 guerres, 5 guerres, c'est extraordinaire. Mon beau-père, il était à la Shoah, il a passé la Shoah. Maintenant, après, il est venu en Israël, il a vu la guerre de Kippour. Chaque chose comme ça, c'est des gens qui sont extraordinaires. Là, le peuple juif, c'est un peuple avec une vitalité extraordinaire. Et là, de nous retrouver tous ensemble ici, comme ça, magnifique.